Bonjour à toutes et tous. Vous êtes bien connectés à un webinaire organisé dans le cadre du 8e Forum Climat-Énergie Grand Ouest. Ce webinaire a pour objectif de présenter des initiatives d'acteurs des filières agricoles et agroalimentaires en matière de climat. Je m'appelle Charlotte Kénard, je suis chargée de mission climat, énergie, air et santé-environnement à la Chambre d'agriculture de Bretagne et c'est moi qui vais assurer aujourd'hui l'animation de ce webinaire. Au programme, On a eu une petite coupure son, donc le temps que Charlotte puisse se reconnecter, je vais prendre le relais. Donc moi, je suis Maud Marguet, collègue de Charlotte à la Chambre d'agriculture et j'assurerai la modération de vos questions et de vos réponses que vous pouvez saisir dès à présent dans l'onglet questions-réponses de votre Teams de service. Et donc Charlotte, est-ce que tu es de retour avec nous? bah oui, et je te remercie de... Je ne touche plus à rien, je comprends pas. Donc, je ne sais pas quand vous m'avez perdu. Au programme, Euh, Au programme, c'était donc ainsi dit. Pierre Simonet, directeur d'Interbev Bretagne, qui va nous parler donc de leur feuille de route de décarbonation. Clotilde Argentré de l'ABEA qui nous présentera les résultats d'une enquête sur la décarbonation des industries agroalimentaires en Bretagne. Et Guillaume Bourges, secrétaire général du SIL-Ouest, qui nous présentera l'état d'avancement d'une démarche de la filière lait du Grand Ouest sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, comme j'ai l'impression que tu l'as dit, Maude, pendant que j'avais ce petit souci de connexion, vous posez vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Hein, il n'y a pas de mauvaises questions, bien entendu. Et puis, on les traitera donc en fin de webinaire. Donc, sans plus attendre, je te passe la main, Pierre. Euh, tu es le directeur donc d'Interbev Bretagne. Interbev, c'est une association interprofessionnelle du secteur de la viande qui regroupe les acteurs de la filière viande, de la production à la distribution en passant par la transformation. Et Interbev traite d'accords interprofessionnels, de promotion de la viande, du pacte sociétal et gère aussi un fonds d'assainissement régional. Donc, comme je l'ai dit un tout petit peu avant, tu viens nous parler de la feuille de route décarbonation de la filière bovin-viande dans le cadre de la planification écologique. Et sans trahir ton propos, je pense que tu vas nous expliquer en quoi on ne peut pas faire de transition sans production. C'est à toi, Pierre. Je te laisse allumer Oui, ton micro. tout à fait. Bonjour à tous. Merci Charlotte et Maud pour l'invitation. Et en effet, l'idée de ma présentation est de vous parler de la feuille de route décarbonation que l'interprofession a fait dans le cadre de la planification, en réponse à la planification écologique. Et en fait, elle part d'un constat et d'un parti pris qui est donc le constat, c'est celui de la décapitalisation. Donc, si je la ramène à la décapitalisation de l'Ouest, on est sur une baisse de moins 13% en 10 ans de vaches et de moins 23,4% en allaitant. Et le parti pris, en fait, de notre feuille de route est de dire qu'en fait, il faut stopper cette décapitalisation parce qu'elle a un impact et il faut un maintien du cheptel pour pouvoir réaliser notre feuille de route, notre feuille de route de décarbonation. Pourquoi il faut maintenir ce cheptel? Parce que quand on décapitalise, Charlotte, en effet, on a un risque pour le territoire, un risque de désertification. Vous voyez ici les pourcentages de baisse par canton à la gauche de la partie allaitante et à droite de la partie laitière. Et on voit en fait une disparition majeure de nos vaches et donc un risque pour nos campagnes et pour nos paysages. C'est également un risque, Charlotte, pardon, c'est également un risque pour l'environnement. En effet, la décapitalisation, si elle se poursuit, c'est 1,1 à 1,4 million d'hectares de prairies en moins au niveau national, ce qui représente tout de même le département des Yvelines. Et si on vient faire le focus un peu plus sur la Bretagne, on se rend compte que cette décapitalisation, elle représente un tiers
de Dinan agglomération, soit à peu près 30 000 hectares. Et donc, cette perte de prairies, en fait, elle a un impact majeur sur l'environnement en direct, d'où l'importance de maintenir le cheptel, puisque en retournant ou en faisant disparaître ces 30 000 hectares de prairies, on libère 2,2 millions de tonnes de CO2 uniquement sur la Bretagne, ce qui représente, pour vulgariser, le décollage de 815 fusées Starship. C'est pas le seul impact, c'est-à-dire que ces prairies, elles maintiennent des haies, et donc la disparition de ces 30 000 hectares de prairies entraînerait la disparition de 3 600 km de haies, ce qui représente à peu près 1,5 fois le sentier des douaniers de la Bretagne. Et de la même manière, il faut savoir que sous chaque hectare de prairie, il y a des organismes vivants. Donc, la disparition de ces 30 000 hectares de prairies, on peut signifier que c'est à peu près 153 000 tonnes d'organismes vivants en danger, l'équivalent de 30 000 éléphants braconnés chaque année. On a également un risque majeur pour nos outils et donc en social. En effet, la Bretagne, 79% de nos bovins sont abattus en Bretagne. Et donc, on abat la majeure partie de ce que l'on produit, mais par contre, il ne représente que 64, pardon, excusez-moi, % de nos abattages, puisqu'on fait venir 56% de nos abattages des autres régions. Et donc, de fait, en fait, en décapitalisation, on engage également un risque social, puisque la disparition de nos outils, je te laisse avancer, Charlotte, hop, nous ferait disparaître 37 000 emplois au niveau national, et rien qu'en Bretagne, cela représente 215 emplois en péril d'ici 2030. Donc ce constat, il était assez fort à faire. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié un dernier point, c'est la souveraineté alimentaire, on a un contexte de consommation de viande bovine plutôt stable depuis 2017 en moyenne, et cette baisse de production nous emmènerait à une perte de souveraineté, et d'autant plus pour la Bretagne qui nourrit tout de même 1 Français sur 5 en termes de production et d'abattage bovin. Donc du coup, ce constat de maintien du cheptel était important, puisque vous le voyez, sans cheptel, en fait, on dégrade nos engagements environnementaux. Je te laisse juste passer à la slide suivante. Et donc, notre feuille de route qui a été publiée depuis novembre 2024, en fait, elle se base sur ces 3 grands piliers, tout en maintenant le cheptel, en matière de souveraineté, de climat et d'environnement. Donc, je ne repasse pas les éléments qu'on a vus auparavant, mais il nous paraissait important, en tous les cas, de vous présenter ça. Par ailleurs, et c'est là où on arrive après au détail de la feuille de route de décarbonation, que je ne vais pas vous balayer dans sa totalité, mais l'engagement de notre filière, en fait, elle se fait au travers de leviers techniques, sur de leviers d'action très concrets pour venir baisser notre émission de CO2. Donc, on va retrouver des leviers comme l'optimisation de la conduite de troupeaux, en effet, avec la réduction des animaux improductifs, l'amélioration de la productivité des conditions de reproduction. On va avoir tout un travail autour de l'évolution des rations alimentaires, les systèmes herbagers et autonomes. En effet, ce sont des leviers d'action qui sont nationaux, donc on se retrouve que dans d'autres territoires, on va avoir une part importante de prairies qui vont être valorisées. Les compléments alimentaires pour la réduction de méthane antiérique directement. Je ne sais pas, pour ceux qui avaient pu suivre les journées Grand Angle de l'île d'Elle, ça a été abordé. Il y a pas mal de sujets et de travaux qui sont faits sur les compléments alimentaires. L'amélioration génétique, donc ça, c'est un gros sujet de la sélection des animaux moins émetteurs et également plus résistants. Et puis, la méthanisation. Et en effet, l'ensemble de ces 5 leviers d'action nous permettront d'ici entre 2019 et 2030 de baisser nos émissions de CO2 de 2,56 millions de tonnes équivalent. Voilà ce que je pouvais vous présenter. L'ensemble de cette feuille de route, elle est disponible en ligne. Vous pouvez la consulter et vous l'approprier. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. J'ai peut-être fait rapide, Charlotte, mais je pense que c'était ce qu'on avait convenu. Effectivement, c'était une présentation synthétique. Je te remercie d'avoir respecté le timing et même pris un petit peu d'avance. Ça laissera plus de temps pour les questions.
Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans questions-réponses, vos questions, vos réactions, qui seront donc reprises en fin de webinaire. Et nous poursuivons avec une seconde intervention. L'intervention donc de Clotilde Argentré, qui est en charge du pôle environnement et filière de la BEA. La BEA, c'est le réseau de l'agro-breton. C'est 250 entreprises, c'est 55 000 salariés. Donc, c'est une organisation qui de faire rayonner et d'animer la filière agroalimentaire bretonne. Et vous avez réalisé une enquête auprès de vos adhérents pour connaître leur état d'avancement dans leur processus de décarbonation. Et donc, c'est les résultats de ce travail que tu vas nous présenter aujourd'hui, Clotilde, et qui nous emmène vers la question de la compétitivité dans la transition, puisque pour faire la transition, ces entreprises ont besoin de pouvoir investir et donc ont besoin de compétitivité. Donc voilà, je te passe la parole, Clotilde, et je te laisse démarrer avec la présentation de ton étude. Oui, bonjour à tous, merci Charlotte. Donc un petit mot juste pour vous dire un petit peu le périmètre de cette étude. L'idée c'était d'interroger toutes les filières de production pour avoir une vision un petit peu globale sur le territoire breton. Donc comme vous voyez, on a eu des retours d'entreprises sur l'ensemble des filières et ça a représenté 173 sites agroalimentaires qui ont répondu à l'enquête, qui représentent un total de 40 000 salariés. Donc c'est plus de la moitié des effectifs de l'agroalimentaire breton, ce qui nous permet de pouvoir communiquer sur des chiffres qui sont assez robustes. Donc on peut peut-être du coup passer à la slide suivante. Voilà. Merci Charlotte. Donc le premier point, c'est vous présenter un petit peu du coup le bilan carbone consolidé de la filière agroalimentaire bretonne. Donc sans surprise, c'est le poste intrant matières premières agricoles qui est le poste qui pèse le plus lourd en termes d'émissions de gaz à effet de serre, avec 83% des émissions. Ensuite, on a les intrants en termes d'emballage. Et en troisième poste, le fret. Et en quatrième, l'énergie. Si on parle un petit peu en termes de scope, donc c'est-à-dire scope 1, 2 et 3, donc le scope 1, c'est tout ce qui concerne la production d'énergie. Ça, c'est pas, comment dire, c'est la production d'énergie, par exemple la fabrication d'électricité, la fabrication de gaz. Donc, c'est pas dans nos industries que ça se fait. On a ensuite le scope 2 qui, lui, concerne la production d'énergie pour l'usage de nos process. Donc ça, c'est vraiment à la main des entreprises. Et puis, on a ensuite le scope 3 qui est tout ce qui est externalité amont-aval. Et donc, bien sûr, c'est le scope 3 qui pèse le plus lourd dans les émissions avec près de 95%. Donc, c'est vrai que l'enjeu, il est très disproportionné entre les émissions du coup scope 3 et notamment celles liées aux productions agricoles et puis ensuite les enjeux liés à la logistique et à l'énergie. Donc, je vais vous faire un petit focus sur la partie du coup achat, qui parle du coup des deux premières lignes, matières premières agricoles et emballage notamment. Ensuite, un petit focus sur la partie énergétique et pour terminer sur la partie logistique avec le fret. En tout premier, une petite slide juste pour vous donner quelques indicateurs chiffrés qui sont ressortis de l'étude sur la partie un peu maturité des entreprises. Donc, où en sont aujourd'hui les entreprises agroalimentaires en Bretagne sur le sujet? Ce qu'on constate, c'est qu'elles sont plutôt qu'elles ont dépassé en fait quelque part une phase de sensibilisation, qu'elles sont plutôt assez matures. On a 81% des entreprises qui identifient la décarbonation comme une priorité stratégique, dont et 48%, donc une entreprise sur deux à peu près, qui ont intégré des objectifs chiffrés dans leur stratégie. Et
79% qui ont désigné un membre du CODIR spécialement en charge des enjeux environnementaux. Donc on voit qu'en termes quand même de prise en compte du sujet, il est plutôt bien pris en compte. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le chiffre en rouge, c'est que 40% des entreprises travaillent le sujet en collaboration avec d'autres acteurs du secteur et on va y revenir sur les différents focus. Donc si on fait un focus sur la partie achat, donc je vais vous présenter quelques chiffres. Donc le petit graphique déjà, donc l'IBAL, ça veut dire indice breton de l'achat local. C'est la part en fait de nos achats en valeur qui sont réalisés selon l'origine géographique des produits qu'on achète. Et donc pour la filière agroalimentaire bretonne, l'IBAL aujourd'hui, voilà sa photographie. Donc c'est-à-dire que 53% des achats en valeur sont réalisés auprès de fournisseurs bretons, 36% auprès de fournisseurs qui sont en France ailleurs qu'en Bretagne, et 6% auprès de fournisseurs qui sont en UE et 5% hors UE. Donc on voit quand même qu'on est globalement très très largement, enfin on se fournit très très largement en France. Après, le biais de ce sujet, c'est que dans le calcul de l'IBAL, en fait, c'est notre fournisseur de rang 1 qui est identifié. Donc après, lui, potentiellement, peut se fournir ailleurs. Mais voilà, ça donne déjà une première photographie qui, du coup, n'est pas parfaite, mais donne déjà une idée et puis surtout permet de suivre le sujet et son évolution d'année en année. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour voir les progrès qui peuvent être faits. On a 45% des entreprises qui ont déjà choisi de changer de fournisseur pour une raison environnementale. Et on a 52% sur la partie géographique des achats, donc 52% des entreprises qui envisagent à court terme d'augmenter la part bretonne de leurs approvisionnements et 57% qui envisagent d'augmenter la part française de leurs approvisionnements. Ensuite, si on passe sur la partie énergie, qui est la partie, une partie quand même assez intéressante parce que même si c'est que 2,4% la part d'émissions de gestes liés à l'énergie, c'est ce qui est à la main des industriels parce que c'est du coup le sujet sur lequel ils peuvent directement, par leurs investissements, agir. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que 88% des entreprises ont gagné en efficacité énergétique dans leur process au cours des 5 dernières années, donc ce qui est énorme, mais que surtout 95% estiment qu'ils ont encore la capacité de faire plus en termes d'efficacité énergétique. Donc là-dessus, on a quand même une marge de progression qui semble assez intéressante. Et si on passe à la slide suivante, on voit en termes de mix énergétique, donc aujourd'hui on est à peu près à la louche à 50-50 gaz-électricité. Donc on a une problématique quand même assez forte d'émissions du coup liées à la part de gaz. Et donc on a aujourd'hui 33% des entreprises qui consomment des énergies renouvelables dans leur process et 26% qui produisent des énergies renouvelables. Après, c'est c'est pas parce qu'on produit des énergies renouvelables qu'on en consomme automatiquement, parce que donc selon son système, on peut produire et injecter directement dans le réseau, ou on peut produire et faire de l'autoconsommation. Voilà, on a différents cas de figure. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir que voilà, un tiers des entreprises consomment des énergies, enfin c'est ça les ordres de grandeur qu'il faut retenir, des énergies renouvelables, et un quart produisent aujourd'hui des énergies renouvelables. Et les 3/4 des entreprises, 67%, ont un projet de production d'énergie renouvelable dans les 5 ans. Ensuite, pour terminer sur le volet énergie, sur la slide suivante, Charlotte, on a, oui, pardon, j'ai remis le chiffre de 76%, mais là, ce qui est intéressant à regarder, c'est les freins. C'est-à-dire qu'on a 52% des entreprises qui, sur la partie approvisionnement en énergie renouvelable, identifient des freins, et 69% sur la partie production, donc ce qui est quand même beaucoup, qui identifient également des freins. Donc des freins qui peuvent être de plusieurs ordres, mais qui peuvent être d'ordre technique, d'ordre capacité d'investissement. Donc quand on dit d'ordre technique, pour vous illustrer, voilà, je détaille pas beaucoup parce que faut aller assez vite, mais pour vous illustrer, ça va être par exemple, vous voulez installer des panneaux solaires, vous êtes sur une usine qui est un peu ancienne, votre toiture, elle va pas forcément avoir la capacité de porter la charge des panneaux solaires. Ça va être votre assureur
il ne va pas forcément accepter de continuer à vous assurer, ou en tout cas, il va vous mettre des surprimes parce que vous allez installer des panneaux solaires. Voilà, donc c'est ce type de freins, les freins techniques. Ensuite, en termes de coût des investissements, on a des investissements qui ont des ROI qui sont vraiment longs. En termes d'acceptabilité locale, on a aussi, on peut avoir aussi des difficultés par rapport à l'acceptabilité de l'implantation, par exemple, des panneaux au sol ou ce type d'investissement. Et puis, accessibilité au réseau de distribution, c'est-à-dire que les temps de raccordement aujourd'hui sont parfois assez longs et peuvent être un vrai frein pour les entreprises. Le travail avec Enedis, par exemple, pour se raccorder au réseau d'électricité. Et donc, enfin, dernière partie, sur la partie logistique et mobilité. Donc, si on additionne les émissions liées au transport de marchandises et à la mobilité des collaborateurs, donc cette partie logistique et mobilité, elle pèse pour 3,6% des émissions de la filière. Donc sur la partie logistique, donc transport lourd de marchandises, on a 43% des entreprises qui possèdent un plan d'action précis de réduction de leurs émissions liées au transport. Et sur la partie mobilité des collaborateurs, donc c'est un poids assez faible dans le bilan carbone des entreprises, moins de 1%. Mais pour autant, une entreprise sur deux déploie des dispositifs pour faire évoluer les pratiques des collaborateurs. Notamment, on a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place sur du covoiturage ou d'autres initiatives de ce type-là. Et donc, sur la slide suivante, sur la partie vraiment transport lourd, qui est quand même, du coup, pèse un peu plus que la partie mobilité des collaborateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise sur deux sous-traite entièrement son transport de marchandises. Donc, c'est un sujet qu'on ne peut pas évidemment travailler tout seul. Et donc, 31% des entreprises impliquent les transporteurs avec qui elles travaillent dans leur stratégie de décarbonation. On a notamment une initiative qui s'appelle Fret 21 qui a été expérimentée par un certain nombre d'entreprises de la région pour travailler en synergie entre les chargeurs, donc les entreprises agroalimentaires qui sont les chargeurs de camions, et les transporteurs sur ce sujet de la diminution des émissions liées au transport. On a une entreprise sur deux qui estime qu'elle peut améliorer son taux de chargement. Il faut savoir que voilà, le taux de chargement, c'est ce qu'on identifie comme un des leviers assez forts pour améliorer, diminuer du coup les émissions liées au transport. En fait, on a du coup 3 grands leviers qu'on identifie sur ce volet-là. C'est améliorer la collaboration entre les différents acteurs, parce que c'est un sujet vraiment d'articulation entre parties prenantes, donc chargeurs, transporteurs, mais aussi distributeurs, parce qu'on a vraiment une problématique de flux tendu dans la filière qui fait que on se retrouve avec des camions qui circulent pour partie à vide. Donc ensuite, ce sujet du coup d'optimiser le chargement des camions, donc pour qu'il soit le plus rempli possible, et d'optimiser aussi les flux. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien fait sur la partie relation entre l'amont agricole et les usines de transformation, l'optimisation des flux. Par contre, entre la partie usine agroalimentaire et distributeur, il y a vraiment une marge de manœuvre importante. Et puis, troisième levier, c'est le sujet de la diminution des carburants fossiles pour aller vers d'autres types de carburants qui peut être du coup un autre levier pour diminuer les émissions. Voilà. Et donc, pour conclure, on estime, donc ça, c'est pas dans notre enquête à nous, c'est une enquête qui a été faite au niveau national qui estime que les investissements nécessaires pour décarboner seulement le scope 2, donc c'est-à-dire seulement la partie qui est à la main des entreprises agroalimentaires, donc tous les process énergétiques principalement, nécessitent 6 milliards d'euros pour l'ensemble de la filière agroalimentaire française. Donc aujourd'hui, la conclusion principale de cette enquête, elle est que certes, on a des leviers techniques pour progresser, mais que ça va passer par 2 facteurs clés. Donc le premier que j'ai déjà évoqué, qui est celui de mieux collaborer entre parties prenantes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire seul. Mais le second, c'est surtout le sujet de se dire, sans compétitivité, on n'aura pas de transition.
en fait, les investissements, enfin, on est face à un mur d'investissement vraiment lourd. Et donc aujourd'hui, enfin, le sujet, il est de dire et attention, décorréler les enjeux environnementaux de la performance économique des entreprises, c'est vraiment une mauvaise idée. Et donc, voilà, les transitions ne se feront que si on a des entreprises qui sont en bonne santé économique et qui ont cette capacité à investir. Voilà, donc je suis désolée, je suis allée un peu vite. Merci Voilà. Clotilde, mais tu as respecté le contrat qui est effectivement d'être synthétique, tout en étant très pratico-pratique, hein. C'est les chiffres, ça parle toujours. Je vous rappelle que vous pouvez dès à présent poser vos questions à Clotilde dans le question-réponse, hein, sur cette enquête, ou si vous avez d'autres questions sur les engagements des industries agroalimentaires bretonnes dans la décarbonation. On reprendra ces questions à la fin du webinaire. Et je passe la parole désormais à notre troisième intervenant de la matinée. Bonjour Guillaume, hein, tu es secrétaire général du CIL-Ouest, donc qui est l'interprofession lait de l'Ouest, c'est-à-dire des régions Bretagne et Pays de Loire. Interprofession qui est un lieu donc de concertation, un lieu de proposition entre les différents maillons de la filière, et qui est donc aussi le relais local du CNIEL, hein, qui est lui le centre national de cette interprofession. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'une étude que vous avez conduite, qui n'est pas tout à fait terminée d'ailleurs, puisque vous avez été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME, qui s'appelle Adaptagro, donc vous étiez lauréat 2024. Et après avoir discuté de la nécessité de produire et la nécessité d'être compétitif pour pouvoir faire des transitions, tu vas nous dire en quoi c'est intéressant et important d'anticiper pour faire ces transitions. Merci Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, donc le CIL-Ouest lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt proposé par l'ADEME Adaptagro. Alors déjà peut-être pourquoi pourquoi on s'est positionné sur ce dispositif. La filière laitière, on est engagé sur les adaptations au changement climatique avec des programmes nationaux comme Climalait pour la partie amont et puis Aquarelle par exemple pour la partie aval. Et Adaptagro était pour nous l'occasion de recentrer un peu notre action sur nos particularités régionales. Donc c'était vraiment l'occasion d'axer notre travail plus sur du concret en région. Charlotte, ouais, si tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. D'abord, qu'est-ce que la méthode Adaptagro? C'est une méthode apportée par plusieurs cabinets reconnus. Sur la première page, vous avez vu les différents cabinets qui nous ont accompagnés. Donc, démarche d'accompagnement complète, une démarche expérimentale et donc c'est un cadre méthodologique qui est assez fixé, mais finalement qui s'adapte aussi assez facilement à nos spécificités filières et notamment sur le périmètre de la filière. Nous, au niveau de l'Ouest, on a fait le choix de partir de l'amont de la production jusqu'à l'aval, mais comme l'aval était un sujet un peu vaste, on s'est arrêté au stockage du lait en usine, c'est-à-dire collecte, dépotage du lait et stockage. On n'est pas allé jusqu'au diagnostic sur les différentes fabrications qu'on peut avoir en région, considérant que le point commun entre toutes nos entreprises, c'était la collecte, le dépotage et le stockage du lait avant transformation. Et puis, c'est une mission assez longue, puisqu'on a commencé en 2024 et vous verrez un petit peu après là où on en est, mais surtout un programme qui est très intéressant pour nous, filières, puisque comme vous le voyez à la fin, c'est le passage à l'action, c'est-à-dire que l'étude, le programme nous accompagne sur comment on concrétise en fait les différentes voies ou actions qu'on peut mettre en œuvre. Donc ça, c'était un point important sur le passage à l'action. L'objectif général de la méthode, c'est donner un moyen aux filières de s'approprier les outils d'adaptation.
Et chose importante, c'est en fonction du niveau d'avancement de la filière sur cet enjeu climatique. Et ce que je vous disais, c'est que au niveau de la filière laitière, on a des outils sur lesquels on était déjà engagé, mais au niveau de la région Bretagne, on avait aussi déjà travaillé au travers de la feuille de route climatique avec la Chambre d'agriculture. Donc, on avait déjà en fait des travaux dessus. Donc, on n'a pas non plus tout réinventé. C'est-à-dire qu'on est parti aussi de ce qui existait. Il y a 3 grandes étapes dans le programme. C'est le diagnostic de vulnérabilité au changement climatique des filières, donc de l'amont jusqu'à l'aval. La mise en place d'une stratégie, d'un plan d'action des filières pour l'adaptation au changement climatique. Et derrière, une fois qu'on a établi notre stratégie, notre plan d'action, c'est la mise en place des actions et le système de suivi et d'évaluation. Donc, c'est vraiment 3 étapes importantes. Voilà, ça juste pour vous montrer le calendrier et le petit point rouge pour vous montrer où on en est. On vient de terminer l'étape 7, là, qui est l'atelier de préparation voilà, sur les actions concrètes. Et donc, on aura une étape 8 sur l'événement de clôture qui sera tout début d'année 2026. Ça, c'est la clôture du programme d'Adaptagro. Mais derrière, évidemment, on a déjà engagé au niveau de la filière la poursuite de ce programme sur la mise en œuvre des actions. Quelques points sur les différentes étapes. Sur la première étape, sur le diagnostic de vulnérabilité, en fait, c'est vraiment partenarial, c'est-à-dire que les cabinets nous ont vraiment accompagnés sur l'impact changement climatique voilà, sur le territoire, sur les différents axes. Et nous, en tant que filière, on est allé rechercher sur les impacts connus, en fait, sur nos différents événements climatiques qu'on a pu avoir sur les dernières années. Ce qui nous a permis de croiser, en fait, sur déjà ce qui s'est passé et comment potentiellement ça peut se répéter dans les années à venir. Et ça, c'était très intéressant puisque ça a permis quelque part de vraiment sensibiliser les acteurs sur le sujet et de les sensibiliser en fait à l'impact du changement climatique sur des aspects qu'on n'avait pas forcément identifiés, notamment sur l'aval de la filière, que ce soit collecte du lait et stockage. Alors on a identifié on va dire 3 grands chapitres d'impact, hein. Évidemment, tout ce qui est alimentation animale sur le pâturage, les fourrages, la ressource en eau. La santé animale, reproduction et qualité du lait, notamment au travers des stress thermiques, la surmortalité. Et puis sur la collecte du lait et stockage, notamment des problématiques autour du refroidissement, de l'intégrité des usines, de l'organisation du travail également dans les usines. Ça, c'est des éléments qui ont été mis en avant sur lesquels on va probablement travailler demain. Et je ne vais pas vous faire une descriptif de toutes ces diapos-là, mais vous voyez qu'on a croisé en fait entre nos 3 grands chapitres, alimentation, santé animale, collecte et stockage, les différents impacts liés à l'excès de chaleur, le froid, l'excès d'eau ou le manque d'eau. Et on a, en fonction de chaque impact climatique sur nos domaines, identifié les principales menaces que nous, on juge nécessaires sur lesquelles il faut travailler. Suite à ce diagnostic, diapo suivante, voilà, suite à ce diagnostic, on a établi une stratégie globale. J'insiste sur le mot global parce qu'en fait, l'idée, ce n'était pas que de regarder le changement climatique. C'est vraiment d'intégrer cette stratégie aussi dans une stratégie globale de la filière. Et on a notamment insisté sur le fait, et ça fait rebond à la présentation de Pierre, sur il faut travailler en effet sur le changement climatique, mais c'est pas pour ça qu'il faut oublier qu'il nous faut une filière qui soit performante, efficiente, qui soit rémunératrice. On a une vraie problématique dans la filière lait, c'est le renouvellement des générations. Donc, les actions qu'on peut conduire, en quoi ça peut nous aider aussi sur ce volet-là. Et puis, évidemment, continuer à répondre aux enjeux de durabilité, aux attentes des consommateurs. Voilà, mais toujours être dans cet objectif qui était quand même Adaptagro d'avoir une filière réactive aux aléas climatiques et notamment aussi, puisqu'on était en 2024, on n'était pas encore tout à fait concerné, même si on commençait à avoir un impact sur les Pays de la Loire assez faible en Bretagne, mais sur l'anticipation des crises sanitaires,
qui a finalement été un axe fort de notre action en 2025. Donc, 4 piliers, l'autonomie fourragère, les bâtiments, à la fois en élevage et en industrie, la santé des animaux et la qualité du lait, et la notion de ressources en eau en qualité et qualité. Cette stratégie, en fait, on a eu plusieurs ateliers. Je n'ai pas fait le compte, mais on a fait plusieurs ateliers à la fois en présentiel et en visio. À noter qu'on on a pu avoir une adhésion assez forte en fait de nos acteurs de la filière tout au long cours de l'étude. Et ça a été, on voit bien que finalement, cette notion de il faut anticiper le changement climatique est quelque chose qui, au moins dans les acteurs de la filière, a été vraiment intégré. Donc on a initialement, à l'issue de ces ateliers, on avait quasi 50 actions qui ont été mises en avant. Au final, en regroupant les actions, on arrive aujourd'hui à une vingtaine d'actions qu'on regroupe en 8 thèmes. Je ne vais pas tous vous les passer, mais vous voyez que ça va de l'amont à l'aval. Et puis un thème aussi gouvernance et réglementation, puisque dans les actions qui ont pu être à un moment mis en avant, ça nécessite peut-être d'avoir des modifications réglementaires. Parmi ces 8 thèmes, ces 8 thèmes, on en a identifié 3 prioritaires. Et en fait, ça va être un petit peu notre mode de fonctionnement là pour les années à venir, c'est-à-dire que concrètement, on n'a pas forcément les moyens de conduire tout d'un seul coup. Et donc, l'idée, c'est de prendre des thématiques, de les approfondir et de mettre en place des actions. Donc, on a 3 thématiques prioritaires qui ont été identifiées. La première, ça a été la gestion de l'eau. Alors, pas la gestion de l'eau liée à l'irrigation voilà, et à la ressource en eau en tant que telle, mais plutôt la gestion de l'eau en exploitation et en usine. Et donc là, on est sur les actions liées à, je vais prendre un exemple, mais est-ce qu'on peut collecter de l'eau de pluie pour faire de l'abreuvement des animaux ou pas, ou sous quelles conditions? C'est ce type de questions qu'on s'est posées, sur lequel derrière, il y aura probablement des actions à conduire. Le stockage des fourrages, notamment plus dans une logique de sécurisation, en fait, d'avoir des stocks de sécurité dans les exploitations. Et puis, un volet biosécurité sanitaire qui, courant de l'année 2025, pour le coup, nous a rattrapé avec la réalité de la situation sanitaire aujourd'hui. Non, hop, faut que je termine. Non, c'est bon, excuse-moi. Biosécurité sanitaire, donc un sujet qui nous a rattrapé et sur lequel voilà, on a vraiment mis l'accent et ça sera vraiment notre action là sur fin d'année 2025, début d'année 2026, avec par exemple le type d'action qu'on envisage, c'est de travailler sur un pacte interprofessionnel avec nos partenaires de la filière qui s'occupent du sanitaire globalement, pour mettre l'accent sur la biosécurité sanitaire, mettre l'accent par exemple sur la vaccination. Voilà, mais également sur des actions peut-être plus d'investissement dans les cheptels et dans les exploitations pour travailler sur cette biosécurité. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite mettre en avant. Donc, pour chaque point, on a eu 3 ateliers. On a défini des plans d'action par thématique. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est dans la construction, entre guillemets, un peu plus fine de ces plans d'action par thématique. Et à venir, donc, on aura la restitution finale du projet tout début 2026. Et puis derrière, surtout, ce qui nous importe, c'est d'avoir la mise en œuvre des actions avec les partenaires de la filière, parce que au niveau de l'interprofession laitière, on n'a pas forcément, on les a pas, les compétences pour mener toutes ces actions-là. Et donc forcément, ça sera avec les partenaires de la filière. Et quelque chose qu'on va programmer dans la durée, c'est-à-dire que c'est pas l'idée, c'est là, je vous ai parlé de 3 thématiques. Déjà, faisons bien ce travail-là, et puis après, enclenchons d'autres actions sur d'autres thématiques. Voilà un projet qui a eu, en conclusion, qui a eu plusieurs mérites. Le premier, c'est de fédérer autour de cette notion de changement climatique et d'adaptation, et de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière.
aujourd'hui de concrétiser vraiment des actions très concrètes en fait à mettre en œuvre avec les partenaires. Donc reste à maintenant à le mettre en œuvre et je dirais une véritable sensibilisation des acteurs à anticiper le sujet tout en s'intégrant dans une démarche globale de filière, c'est-à-dire on ne peut pas prendre le sujet changement climatique indépendamment de toutes nos autres problématiques que l'on a, et notamment celle qu'a pu évoquer Pierre autour de la souveraineté alimentaire, ça nous paraît être des sujets importants. Voilà. Merci Guillaume, merci à tous les trois d'avoir respecté vos timings, puisqu'il est 11h44, donc on a largement le temps pour les questions. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions à Guillaume, à Pierre, à Clotilde dans l'onglet questions-réponses du webinaire. Et sans plus tarder, je te passe la parole, Maude, puisque tu es en charge donc de la modération de ces questions, pour nous dire quelles sont les questions qui ont été posées. Effectivement, quelques questions dans cet espace de questions-réponses que vous pouvez continuer à abonder. Une première question qui va être destinée à Clotilde d'Argentré de la part de Mélanie Méret, qui s'interrogeait sur ce que signifiait fournisseur de rang 1, avec peut-être quelques exemples pour expliciter tout cela. Alors, c'était par rapport à l'indice breton, au calcul de l'indice breton de l'achat local. Fournisseur de rang 1, c'est-à-dire la structure à laquelle on achète un produit, mais donc c'est-à-dire que par exemple si vous achetez un grossiste, le grossiste il peut être basé en Bretagne et donc votre fournisseur de rang 1 c'est le grossiste et donc il va être identifié comme étant breton, mais lui-même va du coup se fournir auprès de d'autres fournisseurs qui eux peuvent être en Bretagne comme peuvent être ailleurs, et ça du coup la formule telle qu'elle est aujourd'hui calculée ne permet pas d'avoir la donnée jusqu'au fournisseur initial. C'est pour ça que je disais que c'est un outil qui a le mérite de pouvoir donner une image, mais qui reste imparfait. Après, ça a le mérite de démarrer par quelque chose et de pouvoir du coup après suivre aussi l'évolution année par année. Mais fournisseur de rang 1, c'est-à-dire le fournisseur auprès de qui vous avez votre facture qui est émise. Merci Clotilde pour cette précision. Une question qui va être cette fois-ci adressée à Pierre Simonet de Claire Durox. Et là, il s'agit de l'étude avec quelques chiffres sur les prairies. Il y a des demandes de précision. Donc, comment le chiffre du risque de retournement de prairies a-t-il été calculé? Et deuxième question dans le même esprit, sur les 10 dernières années, dans le cas d'éleveurs qui auraient arrêté un atelier d'élevage, est-ce qu'on sait ce que deviennent les prairies dont ils assuraient la gestion? Donc, deux niveaux dans cette question de Claire Durox. Pour toi, Pierre. En effet, alors je ne suis pas rentré dans le détail parce qu'on devait faire synthétique, mais le risque de retournement de prairies, donc l'étude, elle est bien sur un risque, donc c'est 6 retournements des prairies. Et comment est calculé ce calcul? C'est fait par Ceresco, qui avait été mandaté par Interbev, pour calculer si la décapitalisation se poursuivait, quelle serait la projection en termes de prairies retournées. Donc, c'est comme ça qu'est sorti le chiffre. Et après, l'extrapolation, on l'a faite au prorata sur la partie bretonne. Voilà. Donc, donc ça, c'est pour le chiffre. Et pour le devenir, aujourd'hui, en effet, il n'y a pas d'étude individuelle sur que fait chaque agriculteur de France de ses prairies, etc. Par contre, on a 5 orientations de devenir de ces prairies. Les deux majoritaires, la première, c'est le retournement, là où c'est possible. Là où c'est moins possible, c'est le départ en friche, voire forêt. Ensuite, on a de l'artificialisation, des usages énergétiques et l'extensification. Mais là encore, en fait, on ne rentre pas dans ce niveau de détail, entre guillemets, parce que si, par exemple, on prenait le cas de la friche voire forêt, on pourrait dire tous les impacts qui pourraient en découler en termes de risque de feu, risque d'incendie, la valeur en termes de captage carbone entre une forêt humide, une prairie plus sèche. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses qui peuvent en découler dans lesquelles on ne rentre pas, mais on est bien, et à juste titre, on est bien sur un chiffre que j'ai annoncé de 6 c'est retourné. Voici les conséquences que ça peut avoir. Donc, voilà. Merci Pierre pour cette réponse très complète. Et j'en profite pour un petit coup de pub pour un de nos partenaires, c'est la Draft Bretagne qui a fait paraître fin octobre dernier, donc il y a juste quelques semaines,
une étude assez complète sur ce que deviennent les prairies permanentes bretonnes et qui indique notamment que, alors qu'on voit une baisse de 4,2% des surfaces de prairies permanentes déclarées à la PAC sur la période 2018 à 2022, eh bien, dans le même temps, ce sont les surfaces de céréales qui augmentent même plus fortement, puisqu'elles augmentent de 4,6%. Bon, ce n'est qu'une petite indication, mais il y a pas mal de détails à aller regarder dans cette étude que vous pouvez donc consulter sur le site de la DRAF. Et sans plus attendre, une deuxième question également adressée à Pierre Simonet, qui est également adressée par Claire Durox de nouveau et qui évoque la feuille de route qui a été présentée par Interbev. Est-ce qu'elle intègre également des actions sur l'adaptation au changement climatique? Ou bien est-ce qu'il ne s'agissait que de l'atténuation dans le cadre de l'étude? Oui, alors du coup, la feuille de route, elle est dans la continuité de travaux précédents qui avaient été faits dans le cadre du Varenne de l'eau, que vous pourrez retrouver sur notre site, qui s'appelle Présentation des stratégies d'adaptation et d'atténuation, où là, vous avez un vrai distinguo et quelque chose de très complet par région de quelles sont les stratégies d'atténuation et d'adaptation qu'on essaye de regrouper en un seul document. Et la feuille de route que je vous ai présentée, c'est bien dans la continuité de ces travaux, et on va dire que c'est plutôt une synthèse globale, où dedans, vous avez des actions et des leviers d'adaptation et des leviers d'atténuation. Merci pour ces précisions, Pierre. Il y aura une dernière question là, qui a été dans notre espace de questions-réponses adressée à Guillaume Bourges. Avant de la présenter, cette question, je voudrais juste passer un petit message à Madame Caron, Françoise Caron, qui a levé la main. Du coup, si vous pouvez faire votre réaction ou votre question dans l'espace questions-réponses. Et en cas de souci, vu qu'on a un petit peu de temps, on pourra peut-être activer votre micro. Je vois que la modération me fait oui. Et donc, sans plus attendre, une question de Mélanie Méret à Guillaume Bourges pour savoir quelles sont les entreprises qui ont participé à la démarche Adaptagro, le nom des entreprises, des filières qui ont participé donc à cette démarche, Guillaume. En fait, on est dans le cadre d'une démarche interprofessionnelle. Donc, on a l'interprofession, c'est les trois collèges, le collège des producteurs, des industriels privés et des coopératives. Donc, en fait, toutes les entreprises présentes au Sud-Ouest, qui sont qui sont toutes les entreprises de l'Ouest, en fait, sont partenaires du projet, en fait, et sont impliquées dans le projet. J'ai pas de nom spécifique. Voilà, on est dans un cadre interprofessionnel, c'est-à-dire que c'est l'action de l'interpro qui va se décliner, en fait, sur l'ensemble des acteurs. Après, évidemment, chaque acteur pourra plus ou moins s'engager dans le dispositif, l'appliquer, mais en fait, nous, on travaille pour l'ensemble des acteurs et l'ensemble de la filière, quoi. Donc, une démarche totalement partenariale. Charlotte, tu voulais... Je voulais juste dire, et en fait, tous les acteurs du lait de l'Ouest sont dans Sud-Ouest. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, ça peut potentiellement toucher tous les acteurs de la filière laitière. Merci à tous deux pour cette précision. Puisque je ne vois pas de nouvelles questions dans l'espace questions-réponses et qu'on a encore un petit peu de temps, je vais activer le micro de Madame Caron. Ouais, j'ai autorisé. ça y est. Si vous pouvez débloquer votre micro, Madame Caron, si vous voulez poser votre question oralement. La main reste levée, mais... Alors, est-ce que je peux l'activer? Je peux l'autoriser, mais je ne peux pas l'activer. Je crois qu'on gardera le mystère sur cette question, mais que vous pourrez adresser à nos trois conférenciers si vous souhaitez des précisions ultérieurement à ce webinaire. Voilà, vous avez toutes les adresses à l'écran. Désolée pour ce problème technique. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose de notre côté. En revanche, s'il y a d'autres personnes, puisqu'il nous reste quelques minutes, qui souhaitent poser des questions aussi oralement, n'hésitez pas à lever la main. Mais moi, j'en aurais une pour les trois. Comment est-ce que vous qualifieriez donc vous êtes tous les trois dans des organisations qui, en fait, fédèrent des acteurs économiques. Comment est-ce que vous qualifieriez la maturité des acteurs économiques que vous représentez sur cette question du climat, atténuation, adaptation, l'un, l'autre, les deux?
On va reprendre dans l'ordre du webinaire, peut-être, en commençant par Pierre. Ah, pas de chance d'être passé le premier pour le coup. Non, la maturité, elle est très disparate. Enfin, je pense on a quelque chose qui n'est pas uniforme en termes de maturité, mais il y a aussi une certaine, par moment, lassitude, dans le sens où le sentiment qui est pas, enfin, quand les personnes sont impliquées finalement dans les sujets et qui commencent à les maîtriser, et ce sentiment que le point zéro est toujours très en retard et qu'on ne calcule pas et qu'on n'arrive pas à chiffrer les efforts qui ont été réalisés en fait par les acteurs. Il y a donc cette difficulté qu'ont les acteurs finalement, ils peuvent le comprendre, mais de s'approprier, de maîtriser les chiffres pour pouvoir aussi s'en emparer, voilà, c'est plus là-dessus. Mais par contre, en effet, c'est assez disparate. Faut se rendre à l'évidence que quand même, on a un public très hétérogène en termes de connaissances sur le sujet. Et toi, Clotilde, tu nous as montré des chiffres qui montrent tu nous as dit on n'en est plus au stade de la sensibilisation, mais comment est-ce que tu qualifierais les choses? Alors en fait, je trouve que ça dépend des sujets, notamment par exemple sur le sujet de l'eau, la filière aval et les industries en Bretagne sont très largement impliquées depuis au moins les années 2017, 18, 19 sur le sujet. Pour le coup, on a vraiment très largement dépassé la sensibilisation. Et pour vous donner une idée, au niveau des usines de transformation agroalimentaire, les chiffres de l'Agence de l'eau montrent que entre 2019 et 2023, on est à moins 15% de prélèvement pour la filière agroalimentaire bretonne, ce qui fait moins 6 millions de mètres cubes. Donc, c'est l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de la taille de Brest. Donc, vous voyez, sur ce sujet-là, gestion quantitative de l'eau, on est plutôt une région, même quand on échange avec les autres régions de France, assez mature et due à notre fragilité par rapport à la ressource. Enfin voilà, heureusement quelque part qu'on est plutôt mature sur le sujet. Et après sur le sujet décarbonation à proprement parler, en fait les industriels ils sont assez drivés par les exigences qu'ils ont par rapport aux comptes à rendre, soit à leurs banquiers, soit à leurs clients. On a des cahiers des charges du coup mis par la grande distribution qui sont de plus en plus exigeants sur le sujet. On a du reporting demandé par les banques qui est aussi assez fort. Après, là, on est plutôt dans une période où, notamment au niveau du reporting extra-financier, on avait la réglementation CSRD qui était extrêmement lourde et qui concernait les entreprises jusqu'à une taille d'entreprise très très fine, très très petite, qui du coup s'est assoupli et donne aussi un peu d'air aux entreprises parce que le sujet, c'est effectivement, tout le monde est conscient de sa responsabilité et qu'il faut y aller, mais c'est que si ça devient une usine à gaz qui demande un temps et une énergie et des coûts démesurés, voilà, ça n'a plus trop de sens. Et effectivement, je rejoins Pierre sur le fait que du coup, ça peut donner aussi une lassitude. Et donc, voilà, globalement, on a, en tout cas pour plutôt les entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises, ces drivers plutôt de leurs financeurs et de leurs clients qui, du coup, les font dans tous les cas avancer sur le sujet. C'est moins vrai pour les PME et les TPE, quoi. Guillaume, pour finir, et puis je vois qu'il y a une dernière question qui est arrivée dans le question-réponse. Donc, dernière vision là sur cette question de maturité, Guillaume, avant de repasser la parole à Maude. Alors je rejoins ce que dit Pierre sur c'est assez disparate, mais je trouve que c'est en progression quand même en termes de sensibilisation des acteurs. Mais et je le vois nous avec le dispositif Adaptagro sur la mise en œuvre d'actions, la difficulté en fait de trouver une cohérence dans tous les dispositifs et les actions qu'on peut conduire, cohérence que ce soit entre l'impact économique, l'impact recherché, que ça soit atténuation, adaptation, l'impact réglementaire.
mettre en place une action, on pourrait avoir des bonnes actions, mais des fois, ça va à l'encontre de ce que demande la PAC, par exemple. Donc, c'est des choses, ça, ou sur l'aspect biosécurité, des fois, on dit, bah, ça, c'est une bonne idée, mais en fait, ça va à l'encontre d'autres enjeux. Donc, c'est cette difficulté de trouver une cohérence, en fait, dans nos actions. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment une approche globale, filière, qui intègre l'ensemble des éléments, parce que sinon, on est amené à prendre des décisions d'action bah, qui ne seront pas appliquées parce que ne répondra pas à certains autres enjeux, en fait. Merci Guillaume. Maude? Eh bien, en rebond, Guillaume, tu peux garder le micro ouvert et je passerai ensuite la parole à nos deux autres conférenciers. Une question de Claire Durox qui nous demandait s'il y avait des actions qui fédéraient davantage, qui intéressaient davantage dans l'idée de rendre les transitions et la décarbonation plus désirables. Ouais, alors, c'est sûrement l'actualité qui a fait ça, mais l'aspect biosécurité en élevage bovin a été vraiment un thème avec des actions à conduire qui a été jugé vraiment prioritaire et sur lequel on est très en retard en fait. Voilà, concrètement en élevage bovin, on est très en retard sur l'aspect biosécurité quand on voit ce qui se fait dans d'autres filières et au regard des maladies émergentes. Alors on a la FCO dans l'Ouest. La DNC qui est arrivée en France, mais le risque sanitaire est assez large en fait avec d'autres maladies qui existent ailleurs, dont on sait qu'elles vont, avec le réchauffement climatique, progresser en fait. Donc là, il y a vraiment sur cet aspect, sur cet aspect adaptation au changement climatique, ça a vraiment été un accent fort. Alors, je vais faire une mauvaise rime, mais le sanitaire fédère. Pierre, est-ce que toi, tu aurais un autre exemple d'action qui intéresse, qui mobilise? Alors, je sais pas si si je ferai des rimes, mais moi, je reviens souvent au point que c'est à partir du moment où financièrement, en fait, ils y voient un intérêt. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que par moment, il y a des actions assez simples qu'ils n'avaient pas identifiées, mais qui, grâce à des outils comme le cap de The en fait, quand vous l'associez à des coûts de prod ou avec une étude coût de prod, etc., en fait, les éleveurs se rendent compte bah, qu'ils peuvent changer des choses qui font à la fois du bien à leur porte-monnaie et du bien à l'environnement, et qu'il faut juste leur amener, leur apporter. Enfin, les actions qui sont gagnantes-gagnantes, c'est à mon avis les plus simples, et c'est celles qu'il faut qu'on vulgarise et qu'il faut qu'on arrive à regrouper dans des communiqués, etc. Parce que c'est là-dessus qu'on arrivera à fédérer le plus largement possible. Et ensuite, en effet, je pense que des actions de contexte, le sanitaire, je rejoins, sont sont des choses sur lesquelles ils sont attendus parce qu'ils y voient le risque, en fait, et le risque immédiat pour leur outil, pour leur exploitation, etc. Donc voilà, je dirais plutôt celles qui ont un risque immédiat et celles qui font gagner sur du court au moyen terme. Des gains économiques espérés, des risques bien identifiés pour mobiliser. Clotilde, ça rime, hein. Clotilde, est-ce que toi, tu aurais peut-être de ton niveau aussi avec la vision des entreprises aval, des actions que tu aurais identifiées comme très fédératrices pour faire avancer la cause de la décarbonation et des transitions? Bah, je rejoins le constat de Pierre. Je pense effectivement, quand c'est des actions sur lesquelles il y a un gain économique assez évident, ça fédère. Et aussi, effectivement, la question du risque, enfin, typiquement sur les économies d'eau, avec la sécheresse en 2022, on a eu 8% des usines agro, et notamment dans le lait, il y en a eu plusieurs qui ont dû arrêter des lignes de production parce que à cause des arrêtés sécheresse. Et donc là, le sujet, effectivement, il est plus de se dire est-ce que investir enfin, est-ce que mon investissement en lui-même, il est rentable et il est plus de se dire, bah, en fait, en termes d'assurance, finalement, le changement climatique a un impact risque et donc ma stratégie et les actions que je mets en place et les investissements que je vais faire vont être une forme d'assurance vis-à-vis de ces risques. Et donc ça, c'est clair que ça incite à l'action. Et peut-être juste pour compléter,
Il y a aussi le fait, comment dire, par exemple sur l'eau, en fait, on a eu un coup d'accélérateur très fort et très rapide des entreprises de la filière parce que elles n'étaient pas en compétition sur le sujet, elles se sentaient toutes, pardon, avoir la même problématique et pouvoir travailler ensemble. Et donc en fait, il n'y avait aucun frein au partage d'expériences là-dessus. Et donc on est allé beaucoup plus vite parce que elles ont été très loin entre elles dans la collaboration. Sur la politique RSE, la décarbonation en tant que telle, c'est quand même beaucoup plus un sujet où il y a des questions davantage concurrentielles d'une entreprise à l'autre. Et donc là, c'est un peu moins rapide aussi parce que du coup, il y a une limite à ce qu'on peut faire à plusieurs. Et donc, voilà, on a chaque entreprise qui travaille quand même un peu plus le sujet de son côté. Et donc, ça va moins vite, forcément. Donc, en résumé, des sujets sur lesquels on peut oublier les logiques concurrentielles parce qu'on a des intérêts communs bien alignés et finalement un autre sujet qui est celui de la capacité à produire demain, mais même dès aujourd'hui, au travers de l'exemple que tu pouvais donner, Clotilde. Alors, merci à tous les trois pour ces compléments ces réponses. Oui, merci à Charlotte? vous trois. Merci à toi aussi, Maud, pour ton appui dans l'organisation de ce webinaire qui est donc terminé. Je vous rappelle qu'il reste encore 4 webinaires. Hein. Donc, il y a aujourd'hui et demain à 13h30 des 2 webinaires différents sur le programme FermeAdapt, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à l'adaptation des fermes au changement climatique. Cet après-midi à 15h, nous avons un webinaire sur la certification carbone en Europe et demain matin à 11h, un webinaire sur la question des carburants agricoles. Donc voilà, nous étions le 8e webinaire, il en reste encore 4 et tout ça sera disponible sur notre site internet. Hein. Donc n'hésitez pas à faire connaître également les replays de ce webinaire s'il vous a intéressé.